Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. C'est l'heure de votre deuxième rendez-vous économique du dimanche. Rebonjour mon cher Thomas Binet. Rebonjour Maxime. Au menu d'Oser investir ce matin. Avoir un enfant, est-ce vraiment la clé pour payer moins d'impôts? Avantage fiscal ou idées reçues mal comprises? On en parle dans un instant. Et on parlera aussi d'un sujet qui fait peur à beaucoup, la bourse, avec Nicolas Domnesque qui est conseiller financier. Faut-il vraiment consacrer des heures, de l'argent et des compétences pour commencer à investir en bourse? Et puis un facteur que l'on ne maîtrise pas, mais qui impacte tout, le pétrole, avec Olivier Malteste, qui est expert des marchés financiers. On verra pourquoi un conflit géopolitique peut faire vaciller les marchés et notre quotidien. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, beaucoup de parents pensent qu'avoir un enfant fait automatiquement baisser l'impôt. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça? Alors c'est vrai Maxime, mais ce n'est jamais automatique au sens magique du terme. En France, un enfant augmente en principe le nombre de parts du foyer fiscal, une demi-part pour chacun des 2 premiers enfants, puis une part entière à partir du 3e. Mais l'avantage fiscal lié au quotient familial est plafonné. Pour la déclaration de revenus 2025 faite en 2026, l'administration fiscale rappelle un plafond général de 1 678 € pour une demi-part supplémentaire. Donc oui Maxime, l'enfant peut alléger l'impôt, mais pas sans limite. Et j'imagine que si les parents se séparent, il y a d'autres conséquences et c'est là que ça se complique, non? Exactement. Quand un enfant est en résidence alternée, l'avantage fiscal est partagé entre les 2 parents. Chacun récupère une fraction de part et les avantages associés sont divisés. En revanche, on ne peut pas cumuler l'avantage de l'enfant à charge avec la déduction d'une pension alimentaire pour ce même enfant. L'administration fiscale est claire sur ce sujet. Soit on compte l'enfant à charge, soit on déduit une pension, mais pas les deux en même temps. Alors pour un parent isolé, il existe en plus un avantage spécifique, lui aussi plafonné. Et pour les enfants majeurs, est-ce qu'il y a d'autres changements, des changements concrets? Là, il faut vraiment arbitrer. Un enfant majeur peut, sous condition, être attaché au foyer fiscal des parents. Par exemple, s'il a moins de 21 ans ou moins de 25 ans, s'il poursuit ses études. Dans ce cas, ses revenus doivent aussi être ajoutés à la déclaration des parents. L'autre option, c'est de ne pas le rattacher et si les conditions sont remplies, de déduire une pension alimentaire. Pour la déclaration 2026, les montants rappelés par l'administration vont jusqu'à 6 855 € par enfant majeur, voire davantage dans certains cas. Donc la vraie bonne stratégie, ce n'est pas d'avoir des enfants pour payer moins, mais surtout choisir le bon mode de déclaration selon la situation fiscale de chacun. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Nicolas Domnesque, conseiller financier agréé AMF et fondateur de l'académie e-investing. Et vous allez avec lui discuter des nombreux sujets qui nous concernent et qui parfois nous inquiètent. Bonjour Nicolas Domnesque. Bonjour Thomas Binet. Et je compléterai aussi le propos de Maxime en disant que vous êtes l'auteur de 10 minutes par jour, 30 leçons pour bien investir en bourse aux éditions Solar que je montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur l'ensemble des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Je crée du contenu sur les réseaux sociaux depuis 2020 et créer du contenu c'est bien, on crée du lien mais ce lien est toujours digital et je trouvais qu'après des années à créer du contenu, à fédérer une communauté, avoir un peu un lien physique, même si c'est pas vraiment une vraie relation physique, mais avoir quelque chose que les gens pouvaient toucher où on expliquait étape par étape toutes les petites actions par lesquelles les gens pouvaient investir en bourse, je trouvais que c'était une bonne étape, une bonne façon de donner de la valeur et que les gens puissent se lancer vraiment étape par étape. Alors, quel est le principal problème que vous observez aujourd'hui sur le sujet de l'investissement en bourse? Je pense que le principal problème que j'ai vu pour la plupart des débutants, c'est vraiment leurs émotions. Les débutants, quand ils veulent se lancer, souvent, il y a pas mal de clichés qu'ils ont en tête. La bourse, c'est le casino, la bourse, ça marche pas, etc., etc. Et je peux perdre tout mon argent. Certes, si on fait les mauvaises choses, ça peut se passer comme ça, mais si on coupe les émotions, on a un plan sur du long terme et on applique les bases en étant diversifié, la bourse, si on fait correctement, c'est vraiment un facteur qui peut faire fructifier l'épargne à long terme, s'assurer une seconde retraite ou d'autres choses. Alors on va rentrer dans le détail dans un instant justement parce que vous proposez des solutions dans ce livre. Mais avant toute chose, pourquoi ce sujet est encore mal compris ou sous-estimé selon vous des Français? Je pense que en France, de manière assez globale,
premièrement, l'argent est assez tabou, on a du mal à en parler. Et là, on a vu qu'au collège, il y a des premiers cours d'éducation financière qui arrivent. Ouais. Donc, l'argent est assez tabou. On n'enseigne pas assez ses valeurs, je pense, dans le système actuel, sur c'est quoi l'épargne, c'est quoi, comment on budgétise, et pour aller encore plus loin, comment investir. Et je pense qu'il y a eu peut-être l'affaire des subprimes, la bulle tech, ce qui s'est passé avec la guerre en Iran. Mais les gens ont peur des marchés financiers, ils pensent que c'est le casino. Et avec les bonnes méthodes, en étant méthodique, en coupant les émotions, en étant diversifié, tout se fait, mais il faut y aller progressivement. Alors justement, si je ferme votre livre aujourd'hui, quelle est la première action, selon vous, qu'il faudrait que je mette en œuvre? Un débutant qui souhaite se lancer, je pense que la première étape, c'est de repartir de lui. C'est quoi ses revenus, c'est quoi ses dépenses, c'est quoi du coup mon budget, sur mon budget, combien je peux investir. Et donc, une fois que je sais ce montant, je définis ensuite mon profil de risque. Est-ce que je vais prendre beaucoup de risques? Est-ce que j'ai du temps devant moi? Et ensuite, je peux me lancer avec des acteurs en ligne qui permettent de faciliter les choses. Alors, il n'y a pas de montant minimum. Si j'ai 1 000 €, par exemple, vous pensez que je peux commencer à faire quelque chose d'intéressant? Effectivement, maintenant, il y a même des brokers, donc des plateformes en ligne pour investir qui le font à partir d'1 €. Après, 1 €, on ne va pas faire grand-chose. Oui, il faut être sérieux. 1 €, c'est pas quand même très significatif. Exact. Mais à partir de 1 000 €, oui, on peut sérieusement investir son épargne en bourse sur le long terme. Alors justement, si on applique vos conseils, on va les voir dans un instant, mais d'abord on s'intéresse à l'ancien tour. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi dans les 5 ou 10 ans à venir? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est reprendre contrôle et reprendre confiance en soi vis-à-vis de son argent. Donc déjà, même si je vais investir en bourse sur 1, 2, 3 ans, mon argent ne va pas faire x2, x3, mais je vais comprendre que ça peut marcher et je vais voir mon épargne progresser doucement. Et sur quel délai je peux voir ça? En général, selon le profil de risque, les performances annuelles qu'on peut attendre sont entre 5 et 10%. 10%, c'est avec un profil de risque assez fort, 5% si on est assez prudent. Bien sûr, c'est des moyennes, mais en général, sur une période de 5 à 10 ans, on peut voir des gros effets. Alors prenons l'exemple de quelqu'un qui part de zéro. Quelles sont les étapes concrètes pour se lancer selon votre méthode, justement? Comme je l'ai dit, première étape, c'est repartir. On part de lui. Mais une fois qu'on est parti de soi. Donc, une fois qu'on part de soi, on décide sur quelle plateforme je veux investir. Il y a une multitude de plateformes en ligne qui permettent de le faire. Et ensuite, on choisit, si je veux investir sur du long terme, quelle enveloppe fiscale je peux choisir. Alors, pardon, avant d'aller aussi loin, vous dites qu'il y a un certain nombre de plateformes qui existent. Exact. Il faut que je choisisse, j'allais dire, selon vous, la meilleure plateforme. Mais comment je la choisis? Je pense qu'on repart de nous. Il y a pas mal de plateformes qui existent et il y en a qui vont appliquer des frais plus ou moins élevés. En général, celles qui appliquent des frais plus élevés vont plus vous aider, plus vous accompagner. Et les plateformes qui ont des frais moins élevés seront plus on va dire, do it yourself. C'est à nous de faire de notre côté. Donc ça, c'est intéressant ce que vous nous dites. Ça veut dire que beaucoup laissent entendre que c'est bien d'aller sur des plateformes où il n'y a pas de frais, comme beaucoup de véhicules, parce que justement, ça nous coûte moins cher. Mais ce que vous laissez entendre, c'est que ce qui n'a pas de prix a un coût. Exact. Donc concrètement, il ne faut pas forcément chercher la plateforme la moins chère. C'est ça que vous êtes en train de nous évoquer. Je pense que il y a un entre-deux. Si on débute complètement et qu'on a peu de notions, parfois c'est bien d'aller juste se lancer sur des plateformes pas chères pour un peu goûter l'investissement en bourse, comment ça se passe. Si on se rend compte qu'avec ces plateformes, ça ne suffit pas, effectivement, là, il faut être prêt à payer un petit peu plus, avoir une qualité de service, de l'humain derrière, qui puisse nous accompagner pour vraiment se lancer et mettre un système en place que nous seuls, on n'y arrivera pas. Quelle est l'erreur que vous avez pu observer principalement, malheureusement, effectuée par un certain nombre d'investisseurs? La principale erreur que je vois, donc à la fois suivre ses émotions, donc vendre tout parce qu'il y a une petite correction des marchés, mais surtout celle qu'on oublie souvent, c'est que la plupart des personnes se lancent en disant cette année je me lance dans l'investissement, mais au bout de 3 mois, 6 mois, ils arrêtent. Et au final, si on investit sur un temps long, mais si j'arrête au bout de 3 mois, ça n'a pas grand effet. Du coup, ça veut dire que le blocage principal qui empêche à passer à l'action, c'est les émotions. C'est principalement là-dessus que vous essayez de nous alerter ce matin? Si on applique les bases qui sont investir sur le temps long, et diversifier et le faire un petit peu tout le temps, on a une probabilité très forte de gain. Sauf que si on n'applique pas du coup ces bases, et comment on peut ne pas appliquer ces bases? C'est en suivant ses émotions, en achetant quelque chose de très concentré, une action, mais quasiment tout notre portefeuille dessus, ou bien en vendant tout parce qu'il y a eu il y a eu des éléments sur les marchés financiers qui nous ont fait peur, ou même stopper parce que, quelle que soit la raison, ça c'est vraiment les choses qui bloquent les personnes et qui leur privent de potentiels gains qu'ils auraient pu avoir à long terme. Combien de temps par semaine faut-il consacrer à ce type d'approche pour être réaliste dans votre façon d'investir, selon vous? Je pense qu'une fois qu'on a compris les bases,
En 1 heure par mois, si on a compris ce qu'on fait, on a mis notre système en place, en 1 heure par mois, c'est très faisable. Et encore, je suis assez généreux. 1 heure par mois, ça consiste en quoi concrètement? C'est-à-dire que je vais chercher, d'abord je vais faire mes comparaisons de plateformes, je reprends un peu le cheminement que vous nous avez expliqué, je choisis la plateforme qui m'apparaît la plus adaptée, il n'y en a pas des meilleures que d'autres, c'est bien ça, des plus adaptées que d'autres, c'est ça que vous nous dites aussi? Exact. Voilà, et une fois que j'ai choisi ma plateforme, je dois définir par rapport à mon profil, mais ça veut dire aussi qu'on est très conscients tous aujourd'hui qu'il y a une problématique aussi de pédagogie sur l'investissement. Les gens, même s'il y a de plus en plus d'outils pour le permettre, vous en faites, nous en faisons ici sur Sud Radio avec Oser Investir, mais il y a une nécessité de mieux se former. Comment on réussit à bien se former sur ces sujets-là aujourd'hui? Je pense que c'est être très curieux, c'est essayer de prendre des informations dans tout ce qu'on peut trouver, essayer de les croiser et de faire notre propre opinion. C'est bien de consommer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi de s'informer via des livres, c'est bien de lire des blogs, croiser toutes ces informations et faire un plan qu'on va construire dans le temps. Donc c'est vraiment être le plus curieux, ne pas avoir peur de tester des petits montants, se faire ses propres expériences et au fur et à mesure du temps, on va se créer des convictions et c'est ces convictions qui feront de nous un vrai investisseur. Merci à vous et je retiens donc c'est le temps long qu'il faut toujours avoir en mémoire. Exact. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Nicolas Domnesque d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle donc que vous êtes l'auteur de 10 minutes par jour, 30 leçons pour bien investir en bourse aux éditions Solar. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et pour terminer ce rendez-vous économique, mon cher Thomas, nous sommes avec Olivier Malteste, expert des marchés financiers et professeur de finance à Paris-Dauphine. Et avec lui, vous allez revenir aujourd'hui sur un sujet que tout le monde surveille depuis 2 mois et demi, et ça s'appelle les cours du pétrole. Eh bien oui, Maxime, parce que depuis la fin février, le début de la guerre avec l'Iran, eh bien le pétrole s'est tendu. Olivier, sur les marchés, il n'existerait pas un seul prix du pétrole, en fait? Et non, effectivement, Thomas. En fait, il y a 2 grandes références mondiales. Ce sont le WTI et le Brent. Ce sont des pétroles qui sont de meilleure qualité et plus simples à raffiner. Alors d'un côté, le WTI, c'est la référence américaine. Il est livré à Cushing, dans l'Oklahoma. Alors que le Brent, lui, est la plus grande référence du pétrole transporté directement par la mer et notamment depuis la mer du Nord. Et ce détail logistique dont vous nous parlez change vraiment les choses? Oui, énormément. On l'a vu pendant le Covid. En avril 2020, le WTI est devenu négatif. Ça nous fait rêver aujourd'hui, mais jusqu'à moins $37 à la clôture. Pourquoi? Parce que la demande s'était effondrée et que les capacités de stockage à Cushing étaient saturées. Détenir du pétrole devenait alors un problème. Le Brent, lui, n'est pas passé en territoire négatif. Il a fortement baissé jusqu'à $20. Mais le transport maritime et le stockage directement sur des bateaux offraient à cette époque davantage de souplesse. Alors, n'y aurait-il pas un lien avec la stratégie actuelle de Donald Trump dans le détroit d'Ormuz? Exactement. L'idée n'est pas seulement de priver l'Iran des ressources en l'empêchant de vendre son pétrole. C'est aussi de recréer la situation dans laquelle avoir du pétrole est un souci. C'est une stratégie qui peut fonctionner, mais qui peut prendre du temps. Et le temps n'est pas forcément en faveur de Donald Trump avec les élections de mi-mandat. Et l'impact sur nos concitoyens est très fort du coup? Oui, Yomoni a interrogé les Français sur l'impact de la hausse des prix du carburant sur leur budget. Et 75% des Français redoutent une crise sociale majeure, comparable aux gilets jaunes si la pression sur le pouvoir d'achat se poursuit. Donc la crainte est donc liée à l'approvisionnement avec le blocage du détroit d'Ormuz. S'il rouvre, est-ce que les cours vont revenir rapidement à leur niveau d'avant le conflit, Olivier? Ils baisseraient nettement, c'est sûr, oui, mais en revanche, un retour immédiat vers $60 me paraît peu probable. Le plus vraisemblable, c'est plutôt une détente progressive, car il restera une prime de risque géopolitique. C'est quand même la première fois que le détroit d'Ormuz a été bloqué. Et d'un autre côté, il faudra reconstituer une partie des stocks énergétiques utilisés, ce qui va augmenter la demande et donc le prix. Merci Olivier. Et merci à vous, mon cher Thomas Binet. On vous retrouve donc la semaine prochaine, je l'espère. Avec plaisir, Maxime. À dimanche prochain. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.